J'ai vu des gens se déchirer dans des ruelles, la bouche ouverte en prière. J'ai sorti des enfants d'immeubles dont le plafond s'était effondré avant que le reste du monde puisse cligner des yeux. J'ai été pris pour cible par des balles, bombardé, traqué à travers les montagnes et traîné dans la boue dans des recoins du monde où la diplomatie ne signifiait rien. J'ai vu ce que font les hommes lorsqu'ils meurent de faim et n'ont plus rien à perdre. J'ai vu mon équipe se faire éliminer par des ennemis camouflés. J'ai tenu des amis dans mes bras alors qu'ils se vidaient de leur sang et j'ai fait des promesses que je ne pouvais pas tenir. La guerre ne change pas. C'est un mensonge que les gens se racontent pour expliquer ce qu'ils sont devenus. La guerre vous révèle ce que vous étiez déjà. S'il y avait de la peur en vous, elle la fait ressortir. S'il y avait de la rage, elle l'amplifie. J'ai cessé d'être surpris depuis longtemps. Et c'est exactement pour ça qu'ils m'ont choisi. Ils nous ont appelés Phantom Echo. Sur le papier, ça n'existe pas. Nous n'étions ni de la Navy ni des Rangers. Nous n'étions ni de la Recon ni de la Delta. C'est nous qui étions envoyés lorsque tous les outils habituels tombaient en panne. Quand ce qu'il fallait manipuler était inconnu de tous. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. J'étais à Phantom Echo depuis 3 ans quand c'est arrivé. Nous avions déjà vu des opérations étranges. Des laboratoires chimiques enfouis sous le désert. Des tunnels qui ne figuraient sur aucune carte. Des lieux maculés de sang mais dont les noms avaient été effacés. Mais rien n'était comparable à ce que nous avons découvert cette nuit-là. Nous avons eu le briefing dans un hangar près de Quantico. Il y avait eu une série de meurtres ces 2 derniers mois. Une étendue rurale isolée dans le nord-est. Forêt dense, couverture cellulaire minimale, environ 3000 habitants répartis dans un comté qui dépendait autrefois du bois et des subventions pour les tests sur les animaux. L'installation en question n'avait pas fonctionné depuis plus de 10 ans. Elle avait été signalée à 2 reprises pour démolition, mais rien n'avait jamais abouti. Les habitants l'appelaient la « niche à chiens », ce qui nous en disait long sur ce qui s'y passait. 2 adjoints ont été dépêchés après un appel concernant des mouvements à l'intérieur. Aucun des 2 n'a fait de rapport. Lorsque le central a tenté de les joindre, les radios étaient coupées. Cela aurait suffi à susciter des inquiétudes n'importe où ailleurs. Mais dans une ville comme celle-là, les choses se gâtent sans que personne ne s'en aperçoive. Ils ont donc envoyé des renforts. 10 autres sont entrés. Même établissement. Personne n'a eu de nouvelles d'eux non plus. C'est là que nous avons appris que l'affaire était arrivée sur le bureau de notre responsable. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle ne l'a jamais fait. Elle nous a juste dit que la version officielle était qu'il s'agissait d'une affaire de disparition, que les forces de l'ordre local s'en occupaient encore, et qu'il n'y avait aucune intervention fédérale à moins qu'un corps ne soit retrouvé. Mais certains de ces policiers disparus n'étaient pas des inconnus. L'un avait servi avec Ruth avant de prendre sa retraite dans la police d'une petite ville. Un autre avait été formé avec Nolan lorsqu'ils étaient encore au cœur de l'opération. Nous avons riposté avec acharnement, affirmant au commandement que nous avions suffisamment de liens pour justifier leur insertion. Nous leur avons dit que nous ne faisions pas confiance aux ressources locales pour gérer ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. Il y a eu une hésitation. Ils nous ont servi le discours habituel sur les excès de juridiction, les apparences, l'allocation des ressources. Mais nous avons insisté. Finalement, ils nous ont donné une seule directive, entrer en silence, observer, signaler et sortir. Nous sommes arrivés sous un épais voile de brouillard précoce. Le chemin de terre menant à l'entrepôt était envahi par les mauvaises herbes. Le gravier s'est répandu dans les sillons là où les patrouilleurs s'étaient arrêtés précipitamment. Nous sommes arrivés dans 2 véhicules de banlieue noir mat. Le transport Phantom Echo le plus avancé technologiquement. Les véhicules ont roulé jusqu'à l'arrêt en silence. Les moteurs des 2e roues ont touché le périmètre extérieur. Nous avons eu froid. Cela signifiait que nous n'utilisions pas de phare pour commencer. Si quelque chose nous observait de l'intérieur, nous n'allions pas lui donner une longueur d'avance. 3 patrouilleurs étaient garés au hasard sur le parking. L'un d'eux était incliné latéralement à mi-chemin sur une parcelle de béton recouverte de mousse. La portière du conducteur était ouverte. Un autre avait son feu arrière clignotant encore en rouge à travers la brume, projetant des stroboscopes lents et sanglants sur les troncs. Spector 1, descendez, dis-je par interphone. Voix basse mais ferme. Spector 2 sur moi. 3 et 4 se rapprochent. Le 56 maintient le périmètre jusqu'à confirmation de l'intrusion. Les accusés de réception sont immédiatement revenus. Nous avons avancé sans encombre. Spector 2 est arrivé sur ma gauche. Ruth, silencieuse, concentrée, toujours en position de combat. Spector 3 et 4 nous ont rejoints, et nous avons filé derrière le bâtiment, nos bottes crissant légèrement sur le gravier givré. 5 et 6 sont restés près des véhicules, fusil à l'épaule, scrutant la forêt. Personne ne dit un mot, hormis des appels. C'était ainsi qu'il opérait. L'entrepôt s'élevait sur 3 étages, bien que l'étage supérieur paraisse partiellement effondré. Le revêtement en ciment gris était taché de stries verticales dues à la pluie et au temps. La porte rouillée du quai de chargement était scellée par une chaîne déjà coupée. Des coupe-boulons étaient encore à proximité, les lames rouillées à la charnière. L'entrée principale était une porte de sécurité à double battant,
dont un panneau était entrouvert sur environ 5 cm, assez long pour y passer une botte. J'ai levé le poing, les mains tenues 2 secondes, puis je l'ai baissé en avant. Signal d'intrusion. Nous sommes entrés sans encombre. Formation serrée, fusil levé, canon bas, mais prêt. L'intérieur était froid et renfermé. Une odeur de moisi nous a d'abord frappé, puis la poussière. Nous avons balayé à gauche et à droite, les coins, le plafond, sous les étagères. Des faisceaux lumineux se déplaçaient à l'unisson, perçant l'obscurité avec un rythme chirurgical. Spectre 1, premier étage dégagé à l'entrée, ai-je dit en appuyant sur le micro accroché à mon épaule, marquant les entrées, le maintenant pour une poussée plus profonde. Compris. Reçu de la 3e. Mire arrière négative. Une vitre cassée. 2e niveau. Rien d'autre. Dégagé. Nous avons progressé pièce par pièce. Le premier homme coupe le coin. Le 2e surveille en hauteur. Le 3e franchit le seuil. Le 4e garde l'arrière. 2 surveillent les 4. Les portes sont intactes. Aucune effraction. Les papiers restaient dans des bacs, comme abandonnés pendant une pause déjeuner dont personne ne revenait. Ce qui s'était passé ici n'avait pas commencé dans la panique. L'incident s'était infiltré. Spectre 1 à toutes les unités. Dis-je en avançant dans le couloir nord, en m'arrêtant à la jonction intérieure. Maintenez le balayage jusqu'au prochain signal. Nous avions dégagé la section nord et nous étions regroupés à la jonction principale. Une personne manquait à Spectre 3. Puis sa voix parvint par les radios. Contactez un point d'accès possible. Couloir de service de l'aile sud. En route pour enquêter. Spectre 1 en copie. Écho actuel. Regroupez-vous sur la position de Spectre 3. Gardez le visuel à portée de main. Cœur de l'arme. Nous nous sommes formés et avons avancé rapidement, dégageant le tronçon avec une discipline d'entraînement. Spectre 3 et Spectre 4 se tenaient dans un étroit couloir de service. Leur lumière braquait sur une étagère effondrée qui avait partiellement enseveli une pile de vieilles caisses de maintenance. Derrière les débris, au ras du sol, se trouvait une trappe carrée. Le métal avait vieilli jusqu'à une teinte brun rougeâtre, les bords déformés par la rouille. Une courte chaîne pendait sur le côté, brisée en son centre. Elle avait été verrouillée une fois. Spectre s'y ajusta sa prise sur le fusil et s'agenouilla pour inspecter le loquet. Du sang, dit-il. Vieille, mais pas sèche. Elle a l'air fraîche comparée au reste de l'endroit. Je me suis approché et j'ai sorti la lampe torche de mon gilet pour avoir un meilleur angle. La trappe était rayée sur les bords, comme si quelque chose l'avait ouverte par en dessous. Le sol tout autour portait des rayures qui s'étendaient vers l'intérieur. En rang, ai-je ordonné. 2 et 3 en brèche. 4 et 6 sécurisent le périmètre. 5 restent en surveillance. Spectre 3 cala la trappe, compta à rebours à partir de 3 et tira. Le métal gémit contre le cadre avant de se soulever dans un craquement. L'odeur se fit sentir instantanément. De la pourriture chimique. En dessous, quelque chose d'autre, piquant et huileux, mordant au fond de la gorge. Nous avons laissé tomber les lampes chimiques dans l'obscurité en dessous et avons attendu qu'elles se calment. Elles ont cliqueté contre le béton, révélant un puits vertical avec des barreaux cloutés en acier boulonné au mur. Spectre 2 est passé en premier, puis moi, puis les autres. L'air se refroidissait à mesure que nous descendions. Mes bottes ont heurté le sol du sous-sol avec un claquement sec. Les murs étaient un mélange de béton brut et de panneaux de vieux carrelage chirurgical, gris verdâtre, fissurés par endroits. Des drains étaient espacés tous les quelques mètres. L'endroit avait été conçu pour le ruissellement. Un couloir principal s'étendait vers l'avant, encadré de chaque côté par des portes. De lourds luminaires industriels étaient suspendus à des poutres apparentes au-dessus de nous, la plupart vacillants, certains éteints. Le bourdonnement du réseau électrique résonnait à travers les murs avec une pulsation irrégulière. Certaines lumières grésillaient comme si elles luttaient contre une résistance insurmontable. Spectre 1 à toutes les unités, ai-je dit. Intérieur sécurisé. L'agencement du sous-sol semble cohérent. Commencez le balayage par paire or, bleu, rouge. Maintenez la discipline radio. Équipe reconnue. Nous nous sommes arrêtés. Ce couloir, long, incurvé, sans fenêtre, disparaissait dans un virage qu'aucun de nous ne pouvait voir où de la pointe ça sentait le vide. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Gold avance, dis-je dans les communications tandis que Spectre 2 et moi nous enfoncions dans le couloir. La courbe du couloir se redressait progressivement, s'étirant vers une lourde porte au fond. Les autres équipes se détachaient devant nous, chacune prenant un flanc. Nos bottes résonnaient sur le béton, le son englouti par l'air confiné et sans vie. L'équipe bleue nettoyait la salle 10. Négatif au contact. L'équipe rouge entrait dans le stockage. Du sang sur les murs. Aucun corps. Je jetai un coup d'œil vers 8. Spectre 2. Il hocha brusquement la tête et se baissa. Son fusil décrivit des arcs de cercle serrés à travers le couloir tandis que nous avancions. Ma propre respiration commença à ralentir.
L'entraînement permettait de contrôler la peur sans même s'en rendre compte. Muscles stables, pas mesurés. Mais quelque chose dans cet endroit commençait à palpiter contre cette discipline. Nous atteignîmes la dernière porte. Elle était scellée, lourde d'une vitre forcée embuée de l'intérieur. Pas de serrure visible, juste une poignée en acier luisante d'une substance rouge qui avait séché en stries acérées. Je levai le poing fermé, signalant une fois de plus la séquence d'effraction. Ruth s'assit à côté de moi, vérifiant ses 6, puis regardant devant moi. Je fis le compte à rebours avec mes doigts. 3, 2, 1, nous franchissions la porte. L'odeur était pire que la pourriture, pire que celle des corps morts en décomposition. C'était une puanteur de sang décomposé par la chaleur, métallique et humide, mais qui s'était épaissie avec le temps. Une puanteur de viande imprégnée d'ammoniac et d'une odeur aigre comme la digestion. La pièce au-delà était vaste, ses murs carrelés du même verre chirurgical craquelaient, et les lumières bourdonnaient d'un bourdonnement sourd et irrégulier. Ils étaient tous là. Les officiers disparus, 12 corps, peut-être 13. Difficile de dire s'il s'agissait même d'un corps. Pendus au plafond par leurs propres veines. Les tissus avaient été arrachés des poignets, des chevilles et même des visages. Certains avaient des cordons de tissu vasculaire enroulés dans les orbites et enfilés dans les chevrons. D'autres avaient les bras ouverts au niveau du coude, les tendons tendus et écartés comme si quelqu'un avait tenté de les décortiquer. Les jambes d'un homme étaient pliées en arrière et suspendues par des cordes de ligature taillées dans son dos, attachées à un échafaudage en fer comme une marionnette grotesque. Le visage d'un officier avait été tranché verticalement en deux, ouvert pour révéler muscles et dents. Les deux moitiés pendaient, drapées sur ses épaules. Ses yeux étaient encore humides. Ruth, à côté de moi, avait des hauts le cœur. Il baissa son fusil un instant, s'appuyant contre le mur. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il d'une voix saccadée, essayant de suivre le protocole de com, mais en vain. Je m'avançai, parvenant à peine à stabiliser ma prise. « Spector, 1 à toutes les équipes, dis-je à voix haute. Nous avons localisé les officiers. Ils sont décédés. Plusieurs unités. Gravement mutilées. Positionnement intentionnel. C'est un lieu de massacre. Je répète. » Une rafale de cris traversa la radio. Des coups de feu violents suivirent immédiatement. Des rafales rapides, certaines automatiques, d'autres décalées et sauvages. Contact, contact. L'équipe rouge est en mouvement. L'équipe bleue, on entend le feu. Rouge, au rapport. Puis d'autres coups de feu. Pas de réponse. J'ai regardé Ruth. Son visage était devenu pâle sous le casque tactique. Il ajusta son fusil et hocha la tête. Aucun de nous deux ne répondit. Nous sommes retournés dans le couloir. Spector, 1 à toutes les unités, ai-je dit dans la radio en sortant de la salle des morts. Ma voix était ferme, mais je sentais le tremblement au bord. Il faut se regrouper. Je répète. On se regroupe. Rendez-vous au couloir central. Intersection de secteurs. On semble compromis. Bien reçu. Venu de l'équipe bleue. Pas de réponse de l'équipe rouge. Toujours. Ruth était de nouveau à mes côtés. Fusil levé, scrutant chaque ombre qui se déplaçait sur le carrelage. Le couloir absorbait le bruit d'une manière telle qu'il était difficile de déterminer d'où provenaient les coups de feu. Quelque part devant, mais étouffé par le virage du couloir. Mes bottes frappaient le béton avec un rythme soutenu, et j'entendais la respiration de Ruth s'interrompre à côté de moi, par de brefs et brusques souffles. Nous avons franchi le premier virage et repéré l'équipe bleue qui avançait rapidement vers nous. 2 silhouettes encadrées par une torche électrique. Leurs faisceaux transperçaient une brume encore jamais vue. De la condensation s'accumulait le long des murs, formant de larges arcs graisseux. L'air était devenu plus dense, plus épais, comme si quelque chose avait changé dans la pression autour de nous. « Statut équipe bleue » ai-je crié. Contact visuel négatif, fut la réponse hâtive et saccadée. Quelque chose bougeait dans le couloir. Pas de silhouette, mais les lumières se sont éteintes pendant 2 secondes. Panne totale. L'équipe rouge n'a pas répondu. Nous avons dépassé leur dernier emplacement connu. Aucun visuel, aucun corps. Nous avons emboîté le pas. L'équipe bleue est maintenant en tête. L'équipe poursuit. La formation était relâchée. La tension s'était installée sans que personne ne l'avoue. Tous les fusils étaient armés, les sécurités enlevées. Nous n'avons pas attendu le regroupement complet. La priorité avait changé. Il nous fallait garder les yeux rivés sur le rouge et vite. Le deuxième virage du couloir était juste devant nous, nous coupant la vue par-delà une colonne de murs porteurs et une rangée de portes scellées. Les lumières du plafond devinrent plus instables. Puis l'équipe bleue s'immobilisa. Ils se figèrent. L'un d'eux leva une main plate et tremblante. « Contact frontal », dit-il d'une voix basse et tendue dans les communications. Nous retenions notre souffle. L'autre, à peine plus aucun murmure, poursuivit « C'est quoi ce truc ?» Il ne termina pas sa phrase. La fusillade commença sans un mot.
Les faisceaux des lampes torchées dansèrent sur le mur tandis que l'un d'eux reculait en titubant, hurlant des ordres que nous ne comprenions pas. Des balles fusèrent dans l'obscurité devant nous. Les éclairs de la bouche éclairèrent quelque chose d'énorme, assez haut pour atteindre presque le plafond. Ventre voûté mais fluide. Pendant une seconde, je vis quelque chose bouger. Une ondulation sur la chair là où il n'aurait pas dû y en avoir. Des tendons s'étirèrent sur une structure osseuse qui se courbait dans des directions que je ne comprenais pas. Puis tout disparut. Rue leva le doigt de son fusil pour déclencher, mais ne put tirer avec l'équipe bleue directement sur sa trajectoire. Moi non plus point, nous avons simplement regardé et, devant nous, le couloir s'est transformé en abattoir. Les lumières au-dessus de nous se sont éteintes d'un coup. Le bourdonnement de l'électricité est tombé dans un registre grave, comme si la tension elle-même avait été filtrée. Ruth s'est approché de moi, figé en pleine visée, son fusil toujours pointé vers l'avant. L'équipe bleue se tenait juste devant nous, tirant toujours. Leurs canons ont éclairé de brefs fragments de quelque chose. Puis je les ai vus. Du plafond, au-dessus de la poutre de soutien la plus proche, quelque chose a commencé à émerger. De fines vrilles ont glissé vers le bas en premier, translucides et scintillantes dans la lumière vacillante. Elles pulsaient d'un mouvement fluide et épais, ondulant par courtes secousses. Puis d'autres ont suivi. J'ai essayé de lever mon arme, mais elles sont tombées trop vite pour réagir. Elles ont heurté le sol comme des cordes trempées de sang. L'un des opérateurs de l'équipe bleue, Santos, les a vues une seconde trop tard. Un long appendice charnu s'est enroulé derrière lui. Elles ont atteint son épaule, des doigts faits d'instruments chirurgicaux vivants, des ciseaux de cartilage pliés, des seringues remplies d'un liquide ambré, des crochets barbelés enfoncés directement dans un muscle rose. Le membre bougea sans un bruit, seulement un tressaillement de tissu humide s'étirant sous la tension. Avant que le Père Noël puisse se retourner, une aiguille lui enfonça l'épaule, s'enfonçant profondément sans résistance. Son cri transperça mon casque avec une telle violence que je lâchai la gâchette. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était le choc, la terreur, la trahison de son propre corps. Ses membres se convulsèrent. Les veines de son cou gonflèrent, noires contre la peau. Puis elles se mirent à bouger. L'aiguille remonta, le soulevant grâce à son propre système circulatoire. Son corps se raidit, ses bras s'agitèrent une fois avant de se verrouiller. Des vaisseaux sanguins se dilatèrent de sa peau, se libérant dans un bruit sourd et écœurant, tandis que la chair se déchirait. Il s'éleva dans les airs, son corps se défaisant, les veines se détachant de ses membres comme des fils électriques, les muscles se déchirant en rubans. Son cri se transforma en un gémissement gargouillant. Puis plus rien que de l'air circulant dans ses poumons déchirés. J'attrapai Ruth par le dos de son gilet et le tirai, nous forçant tous deux à bouger. Nos bottes martelaient le béton. L'eau et le sang coulaient sous nos âmes. Je ne regardais pas en arrière. Je ne voulais pas voir si cette chose était derrière nous. Je voulais seulement des murs entre elle et nous. Nous nous enfonçâmes dans le couloir, passâmes le carrefour, passâmes les portes que nous n'avions pas encore franchies. L'une d'elles était entr'ouverte, la lumière du plafond vacillant par intermittence. Une salle d'examen, à première vue. Je m'y précipitai le premier, fusil au poing, le regard scrutant chaque ombre. Des sols en lénonium vide, un brancard renversé, un évier encore taché d'une substance qui avait séché en épaisse croûte. Aucun mouvement, aucun bruit, si ce n'est le battement sourd dans ma poitrine. « Dégage !» criai-je. Ruth claqua la porte derrière nous et s'y appuya. J'attrapai un chariot à plateau métallique, le retournai et calai le coin dans la poignée. Puis nous poussâmes tous les deux un vieux classeur contre lui, le faisant racler sur le sol avec un bruit assourdissant. Mais nous n'avions pas le choix. Les lumières au-dessus de nous clignotèrent de nouveau, plus lentement cette fois. Le plafonnier pulsa une fois, puis s'éteignit. Nous restâmes dans le flot terne des lumières de secours qui bordaient le sol, baignant tout d'un rouge pâle qui donnait à notre peau un aspect meurtri. Ruiz avait la bouche ouverte. Il essayait de reprendre son souffle, mais rien ne venait. Je n'allais pas mieux. Mes propres poumons étaient secs, creux, comme si l'air s'était épaissi autour de nous et refusait d'être aspiré. Nous scrutâmes à nouveau la pièce, cherchant cette fois un abri. Les placards ne feraient pas l'affaire, ni la table. J'aperçus un placard de rangement sur le mur du fond, la poignée légèrement rouillée, mais intacte. Je l'ouvris brusquement. Des étagères gisaient à l'intérieur. Nous grimpâmes à l'intérieur et fermâmes la porte derrière nous. Il n'y avait pas assez de place pour s'asseoir. Nous nous accroupîmes, épaule contre le mur d'acier. Je sentais Ruth trembler à côté de moi. Je ne lui en voulais pas. Mes mains tremblaient aussi. Puis nous l'entendîmes. Des pas, ou quelque chose de similaire. Le sol se gonflait sous le poids de chacun. Quoi qu'il en soit, il ne se précipitait pas. Un pas, puis un autre, puis une pause, puis encore. Des allers-retours, encore et encore. Il ne cherchait pas. Il savait déjà où nous étions. Nous ne bougions pas. Nos yeux restaient fixés sur le mince filet de lumière rouge sous la porte du placard. Impossible de se tromper sur ce que nous entendions. Il attendait 2 fois. Quelque chose traînait sur le chambranle.
du métal raclant du métal. Puis quelque chose de plus doux. Un bruit qui me rappelait une peau mouillée glissant sur du carrelage. La poignée ne tournait pas. La porte ne bougeait pas. Mais il restait là, respirant. Rue se pencha, sa bouche presque contre mon oreille. Sa voix était sèche et brisée. Il faut qu'on y aille. Si on reste là, on est fini. Vous l'entendez? Il est dehors, à attendre. Il finira bien par entrer. Je tournai la tête juste assez pour croiser son regard. Dans la faible lumière rouge, il était pâle et trempé de sueur. Ses mains tremblaient autour de son fusil. Pas par peur, par impuissance. Si on bouge, murmurai-je, on meurt plus vite. Ruth secoua la tête une seule fois. On ne peut pas rester ici. Je me penchai en avant, la voix encore plus basse. Tu as vu ce qui s'est passé. J'ai vu Santos déverser un barillet entier de 762 dedans. En automatique. Poitrine, bras, centre de gravité. On aurait dit que ce qu'il tirait n'avait même pas ralenti. Je marquai une pause. Les pas recommencèrent. Je ne sais pas s'il ressent la douleur. Je ne sais pas s'il voit comme nous. Mais je sais que les balles ne l'arrêtent pas. On essaie de courir. Il nous entend. Tu vas là-bas. Ruth, tu sais ce qui arrive. Ruth détourna le regard, la mâchoire serrée. Ruth me tapota la jambe une fois, puis une autre. Je le regardais. Ses yeux n'étaient plus paniqués. Quelque chose en lui s'était durci. La sueur était toujours là, et sa poitrine continuait de bouger rapidement. Mais son visage était devenu silencieux, comme je l'avais déjà vu. Une décision était prise. J'ai un flash, murmura-t-il. Si je le lance assez loin dans le couloir, sors-le, je peux faire demi-tour et l'éloigner de ce côté. Non, dis-je immédiatement. Ma voix était sèche, plus forte que je ne le pensais. Je le tirai à temps. Tu n'y arriveras pas. Peut-être, dit-il. Si j'attends le moment exact entre deux pas, je peux chronométrer le lancer, effectuer le mouvement avant qu'il ne se réinitialise, aller assez loin avant qu'il n'entende l'écho du carrelage. Tu n'y arriveras pas, répétai-je. On va mourir ici si on ne tente rien, dit-il en sortant la grenade assourdissante de son gilet. Il vérifia le fusible, son pouce caressant la goupille. Si j'y parviens, j'appelle l'évacuation. Sinon, attends 60 secondes, puis bouge. Je lui saisis le bras avec force. Écoute, dit-il en me regardant. Je n'essaie pas de le tuer. Je nous donne juste une chance. Je ne lâchai pas son bras. Pendant une seconde, nous restâmes tous les deux figés. Puis il retira mes doigts un par un et ouvrit la porte juste assez grand pour se faufiler. Il s'arrêta une fois dans l'espace, fusil en bandoulière, grenade assourdissante à la main. 60 secondes, dit-il. Attends le claquement. La porte se referma derrière lui. Je comptai les secondes mentalement, mais je n'atteignis jamais les 10. La grenade assourdissante explosa si près que mes oreilles résonnèrent d'un bourdonnement sourd. Un instant, je crus qu'il avait réussi. Un instant, je crus que son plan fonctionnerait. Puis le cri retentit, mais pas humain. L'air derrière le mur en trembla. Quelque chose d'énorme frappa violemment le sol. Un claquement humide qui fit voler la poussière du conduit supérieur. Puis un autre cri. Humain, celui-là. Je baissai la tête, serrai les poings et plaquai mon dos contre le mur. Les cris devinrent animaux. Des halètements aigus entre des craquements rauques. J'entendis des os craquer, plusieurs à la fois. Puis un long grincement traînant. Rue hurla de nouveau, plus court cette fois. Puis plus rien. Je restai dans ce placard, recroquevillé contre la structure en acier, les mains sur les oreilles. Le silence qui suivit fut encore plus intense. Plus que le bruit. Il était rempli d'un lent ruissellement épais. Des heures passèrent ainsi, peut-être plus. Je ne me souviens pas m'être endormi. Je ne sais même pas si je me suis endormi. Mon corps s'est éteint à un moment donné, mais mon esprit est resté suffisamment vif pour me maintenir éveillé intérieurement. Ce genre d'épuisement vous ronge différemment. Il dissipe la peur et laisse derrière lui quelque chose de plus lent. Alors, quand le son se fit enfin entendre, il ne me parut pas réel au premier abord. Des coups de feu. Pas les rafales avec lesquelles nous nous étions entraînés, pas celles de nos fusils. C'étaient des coups de feu plus profonds et plus lourds, mais des coups de feu indéniables. Chaque impact semblait porter des tonnes de poids. Je me redressai contre le mur du placard. Mes mains se mirent à bouger instinctivement, serrant mon fusil, sans le lever. J'entendis des bottes frapper le sol en même temps. Des ordres hurlés par rafales brèves. Mais je ne pouvais distinguer les mots à cause du bourdonnement qui hantait encore mon oui. Quelque chose d'énorme heurta le sol. Puis le silence. C'était le silence qui suit l'impact. Le silence qui suit la certitude. La porte du placard s'ouvrit point, mon corps se replia sur lui-même avant que je puisse m'arrêter. Mes mains se levèrent brusquement devant mon visage. Mon souffle s'accéléra.
Tous mes muscles se préparèrent à une douleur qui s'était déjà trop souvent reproduite dans ma tête, mais elle ne vint pas. Une main gantée saisit le col de mon gilet et me tira en avant. Mes bottes raclèrent le carrelage et je retomba lourdement sur le sol de la salle d'examen, clignant des yeux face au changement soudain de lumière. Une silhouette se tenait au-dessus de moi, immobile. Il portait un équipement noir mat texturé d'un tissage hexagonal que je ne reconnaissais pas. L'armure semblait dense, composée de plaques composites que je n'avais jamais vues. Son casque était scellé. Pas de fente pour la glace, juste une coque noire lisse avec une petite série d'aérations circulaires au-dessus de la bouche. « Qui diable t'a autorisé à voir ça ?» Sa voix résonna à travers un modulateur filtré, grave et uniforme. J'ouvris la bouche. Rien ne sortit. Je réessayai. Nous répondions à un appel. Police locale, personnel manquant. Nous avions ? Il ne m'attendit pas pour finir. Il se pencha, m'attrapa sous le bras et me redressa d'une main. Sa force était naturelle, presque mécanique. Je trébuchai tandis qu'il me tirait à travers la salle d'examen en ruine, vers le couloir. « Bouge, dit-il. » Je le suivis. Je ne pouvais rien faire d'autre. Alors que nous tournions au coin du couloir où l'équipe bleue était tombée, je vis les autres. Une escouade complète, tous vêtus de la même armure. 6 d'entre eux travaillaient dans un silence absolu. 2 se tenaient sous l'échafaudage où certains de mes coéquipiers et amis avaient été pendus. Les corps étaient toujours suspendus, les veines tendues comme des fils dans un métier à tisser. Un agent se tenait sur une plateforme portative, bourdonnant d'une faible lumière bleue, utilisant une lame qui vibrait plus vite que mes yeux ne pouvaient la suivre. Il trancha net les vaisseaux sanguins, les sectionnant tous. L'autre attrapa les corps qui tombaient dans des toiles de mailles noires renforcées, les enveloppa solidement et les scella avec un dispositif qui sifflait à l'activation. Je tournai la tête vers la gauche. Une autre silhouette se tenait au centre du couloir, au-dessus des restes de ce qui semblait être l'équipe bleue. Il ne restait presque plus rien. Le sang inondait les murs. Des membres avaient été déchirés en morceaux. L'un des torses avait été soudé au plafond. Des veines perçaient le carrelage. L'agent pointa un appareil compact sur lui, régla une molette et appuya sur la gâchette. Des flammes jaillirent en un flot contrôlé, d'un blanc bleuté, plus brûlante que tout ce que j'avais jamais vu. Le son était bas et régulier, plus puissant que brutal. J'ai vu les restes se décomposer en temps réel. Ils ont tout simplement disparu. Je n'ai même pas pu voir le corps de Ruth. Aucun d'eux ne m'a regardé. Alors que nous avancions dans le carnage, un autre agent s'est détaché du groupe et s'est placé devant moi. Il tenait un appareil dans sa main gauche, petit, noir et rectangulaire, avec un anneau de capteur pulsant autour d'une lentille centrale. Il le tint devant mon visage sans un mot, une lumière vive vacillant dans ses yeux. Il baissa les yeux, fit défiler l'écran avec son pouce-poing puis il murmura dans sa barbe. Exposition minimale, tension neuronale avec intolérance, contamination psychique sous le seuil de confinement. Celui qui m'avait sorti du placard se tourna vers moi. Même à travers le filtre modulé, sa voix était plus froide que tout ce que j'avais entendu en salle de briefing. « Tu n'as jamais été là, dit-il. » Je ne répondis pas. Il fouilla dans une pochette à côté de lui et en sortit une petite enveloppe noire. Scellée, sans inscription. Il la glissa dans la poche avant de mon gilet, puis recula sans un mot. Debout dans ce couloir, enveloppé par les derniers échos des derniers instants de mon équipe, je compris quelque chose à laquelle aucune formation ne nous avait préparés. J'ai déposé le rapport moins de 24 heures après mon évacuation. Procédure standard, compte rendu complet après action, nom, date, coordonnées, objectif, résultat. Sauf que rien de ce que j'avais noté ne correspondait au système. Mes codes d'autorisation étaient invalides. Mon accès à la connexion avait été restreint. Lorsque j'ai enfin réussi à joindre notre responsable, elle m'a regardé fixement à travers l'écran sans cligner des yeux. « Il n'y avait pas de déploiement à cet endroit, dit-elle. » Je lui ai parlé de l'appel. Elle n'a pas répondu, a juste incliné la tête et a cliqué sur un deuxième écran que je ne pouvais pas voir. Son expression est restée inchangée. Aucune mission n'est enregistrée sous cette directive. Vous étiez en congé obligatoire. Pendant 14 jours. Votre équipe est déclarée morte lors d'un exercice d'entraînement en Arizona. Je lui ai dit que c'était impossible. Elle a continué comme si je n'avais rien dit. Votre libération est accélérée. Nous organiserons un transport dans l'heure. D'autres questions peuvent être posées par l'intermédiaire du comité médical. Puis l'écran s'est éteint. Ils ont scellé l'identité de tous les membres de Phantom Echo. Les déclarations officielles faisaient état d'une panne d'équipement lors d'un entraînement dans le désert. Aucun corps n'a été découvert. Cercueil fermé, honneur militaire. Je n'étais pas présent. De retour à la maison sécurisée qui m'avait été temporairement assignée, j'ai finalement ouvert l'enveloppe qu'on m'avait remise. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, noir et blanc, granuleuse, d'une silhouette à moitié dissimulée derrière un paravent chirurgical, les membres étendus sur une table d'opération sans entrave. Son corps était tordu, long, luisant, avec quelque chose qui brillait sous une lumière fluorescente.
La forme était humaine à première vue, mais les proportions étaient erronées. Les bras étaient trop tendus. Les doigts étaient tendus, courbés vers l'extérieur. Au dos de la photographie, écrit en majuscules. En lettres capitales, avec un stylo qui avait transpercé le papier. Les doigts étaient tendus, courbés vers l'extérieur. Au dos de la photo, écrit en lettres capitales, avec un stylo qui avait transpercé le papier, protocole de confinement, marionnette, et en dessous, son numéro de téléphone. L'armée a envoyé un psychiatre. Je ne lui ai rien dit. Il a coché des cases, griffonné des notes et, après la 4e séance, a soumis une recommandation de libération totale sous contrainte psychologique. Je n'ai plus eu de nouvelles de personne depuis. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon responsable, et toutes les agences crient mes appels. J'ai appelé le numéro indiqué et c'était un arrangement pour rejoindre une armée privée, probablement l'équipe qui est venue me secourir. Au fond de moi, je veux tourner la page. Mais j'ai le sentiment que si je ne m'engage pas, je vais disparaître. Tué lors d'un exercice d'entraînement et effacé de tous les registres.